Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. Modernisation de l'État et mise en œuvre du programme Simandou 2040. Le gouvernement guinéen poursuit des réformes en son sein. La loi organique L25 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'administration publique a ce lundi été révisée en présence du ministre de tutelle. À suivre dans ce journal. Mobile World Congress à Barcelone, la Guinée multiplie les rencontres avec les experts du monde de la technologie et de l'innovation, une présence stratégique qui pourrait offrir de nouvelles opportunités au pays. Enfin, les travaux de bitumage de la voie urbaine de Mali sont lancés. L'initiative est accueillie avec ferveur chez les populations. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par ces décrets. Décret des 2026-43 PRG-SGG portant élévation à la dignité de général de brigade. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique LO 2025-42 CNT du 26 décembre 2025 fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le président de la République nomme. Vu la loi L 2018-25 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique. Vu la loi L 2019-4 AN du 4 septembre 2019 portant statut général des militaires. Vu le décret des 2026-5 PRG-SGG du 26 janvier 2026 portant nomination d'un Premier ministre, chef du gouvernement. Vu le décret des 2026-6 PRG-SGG du 26 janvier 2026 portant structure du gouvernement, vu le décret des 2026-19 PRG-SGG du 19 février 2026 portant attribution des ministères et secrétariats généraux appartenant à la structure du gouvernement, vu le décret des 2026-20 PRG-SGG du 9 février 2026 déterminant les services de la primature des ministères et des secrétariats généraux appartenant à la structure du gouvernement décrète. Article 1er. Le colonel Éric François Lama, matricule 18176 G, est élevé à l'appellation et à la dignité de général de brigade. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter du 1er juin 2026, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 9 mars 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-44 PRG-SGG fixant le nombre de députés par circonscription électorale pour le scrutin législatif majoritaire uninominal et plurinominal du 24 mai 2026. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique L 2025-26 CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral, vu le décret des 2026-23 PRG-SGG du 13 février 2026 fixant la date des élections législatives et communales, vu le décret des 2026-35 PRG-SGG du 6 mars 2026 portant publication des résultats préliminaires du 4e recensement général de la population et de l'habitation RGPH4 réalisé du 1er au 31 juillet 2025. Le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Conformément aux dispositions de l'article 151 du Code électoral, le nombre total de députés à l'Assemblée nationale est fixé à 147. Article 2. Les 2/3 des députés, soit 98 députés, sont élus au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à un tour. Article 3. Le nombre de députés élus au scrutin uninominal et plurinominal par circonscription électorale est compris entre 1 et 5 élus. Article 4. La règle de détermination du nombre de députés est la suivante. Un député est attribué à chacune des 4 circonscriptions électorales d'ambassade.
Pour les 46 circonscriptions restantes, on détermine le quotient démographique en divisant le nombre total d'habitants par le nombre de députés restants au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal, soit 94 députés. Toutes les circonscriptions électorales dont le nombre d'habitants est inférieur à ce quotient se voient affecter chacune un député. Pour les circonscriptions électorales ayant un nombre d'habitants supérieur au quotient démographique pour avoir le nombre de députés, on divise le nombre total d'habitants de la circonscription par le quotient dans la limite de 5 députés. Article 5. Le quotient démographique est fixé à 186 395 habitants. Article 6. Ainsi, conformément aux données issues du dernier recensement général de la population et de l'habitation, RGPH 4, le nombre de députés par circonscription électorale est fixé comme suit. Région, circonscription électorale, nombre d'habitants, nombre de députés. Région de Zérékoré, circonscription électorale Zérékoré, nombre de députés 4. Circonscription électorale Yomou, nombre de députés 1. Circonscription électorale Lola, nombre de députés 1. Circonscription électorale Beila, nombre de députés 3. Circonscription électorale Yekedou, nombre de députés 2. Circonscription électorale Massanta, nombre de députés 2. La région de Farana, circonscription électorale de Kissidougou, nombre de députés 2. Circonscription électorale de Farana, nombre de députés 2. Circonscription électorale de Dabola, nombre de députés 2. Circonscription électorale de Dingirai, nombre de députés 2. La région administrative de Kankan. Circonscription électorale de Kankan, nombre de députés 5. Circonscription électorale de Sigiri, nombre de députés 5. Circonscription électorale de Mandiana, nombre de députés 4. Circonscription électorale de Kirouane, nombre de députés 2. Circonscription électorale de Kouroussa, nombre de députés 2. La région administrative de Mamou, circonscription électorale de Dalaba, nombre de députés 1. Circonscription électorale de Mamou, nombre de députés 2. Circonscription électorale de Pita, nombre de députés 2. La région administrative de Labé, circonscription électorale de Labé, nombre de députés 3. Circonscription électorale de Koubia, nombre de députés 1. Circonscription électorale de Lelouma, nombre de députés 1. Circonscription électorale de Mali, nombre de députés 2. Circonscription électorale de Tougué, nombre de députés 1. La région de Kindia. Circonscription électorale Kindia, nombre de députés 4. Toujours dans la région de Kindia, circonscription électorale Koya, nombre de députés 2. Circonscription électorale du Breka, nombre de députés 3. Circonscription électorale de Forécaria, nombre de députés 2. Circonscription électorale de Télimélé, nombre de députés 2. La région administrative de Boké, circonscription électorale de Boké, nombre de députés 4. Circonscription électorale de Bofa, nombre de députés 2. Circonscription électorale de Fria, nombre de députés 1. Circonscription électorale de Koundara, nombre de députés 1. Circonscription électorale de Gawal, nombre de députés 1. La région administrative de Conakry, circonscription électorale de Kassa, nombre de députés 1. Circonscription électorale de Kaloum, nombre de députés 1. Circonscription électorale de Dixine, nombre de députés 1. Circonscription électorale de Matam, nombre de députés 1. Circonscription électorale de Bessia, nombre de députés 3. Circonscription électorale de Matoto, nombre de députés 1. Circonscription électorale de Tombolia, nombre de députés 2. Circonscription électorale de Lambagny, nombre de députés 2.
Circonscription électorale de Ratoma, nombre de députés 1. Circonscription électorale de Sanfonia, nombre de députés 2. Circonscription électorale de Kagwele, nombre de députés 2. Circonscription électorale de Sanoya, nombre de députés 2. Circonscription électorale de Manéa, nombre de députés 1. Ambassade et consulat, circonscription électorale. Europe, nombre de députés, autant pour moi, 1. Ambassade et consulat toujours. Asie, nombre de députés 1. Amérique, nombre de députés 1. Afrique, nombre de députés 1. Article 8. Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 9 mars 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Nous poursuivons ce journal. Le groupe ivoirien Shiba Holding, un conglomérat spécialisé dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures routières, ambitionne mettre son expertise au service du développement en Guinée. D'ailleurs, son président directeur général, Nidjabedjan Soro, a conduit une délégation à Conakry. Celle-ci a été reçue en audience par le Premier ministre Amadou Ouriba afin d'échanger sur les opportunités de collaboration. Monsieur Soro est au micro d'Ousmane Bangoura. Nous sortons d'audience avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, où nous sommes venus partager notre expertise avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre ambition d'accompagner le Premier ministre auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son ambition grand pour une grande Guinée. Et nous pensons que nous pouvons apporter notre expertise dans la réalisation des projets infrastructures routières et énergétiques pour le développement de la Grande Guinée que pense le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Nous venons de la Côte d'Ivoire, nous venons du pays de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui en 15 ans a changé la Côte d'Ivoire en termes d'infrastructures routières, en termes d'infrastructures énergétiques. Et nous avons cette expertise-là, et c'est cette expertise que nous sommes venus partager avec le pays frère de la Guinée, qui est un pays ami, qui est un pays, le président est un ami de Alassane Ouattara. C'est cette expertise que nous sommes venus accompagner la Guinée. Nous avons été très réceptifs et très contents de voir que la Guinée intéresse un pays frère comme la Côte d'Ivoire. Ça surpris de voir des Africains qui sont affectés au développement africain. Très satisfait et vivre une grande Guinée pour le développement attendu du président Mamadou Doumbouya. Nous avons demandé à son Excellence que les jours à venir, si nous avons les accords, nous donnons 90 jours pour démarrer les travaux sur la Guinée. Et disons que les autorités guinéennes veulent éviter toute confusion autour de certaines décisions étatiques. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le ministre des Affaires étrangères a rencontré le corps diplomatique accrédité à Conakry pour une concertation périodique. Au cœur de la rencontre, l'actualité politique nationale, notamment la dissolution d'une quarantaine de partis politiques annoncés récemment par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. On fait le point avec Kamedos. Cette rencontre vise à partager avec le corps diplomatique accrédité en République de Guinée des informations sérieuses et crédibles sur l'actualité politique guinéenne. Dr Maurice Kouyaté explique aux ambassadeurs étrangers des raisons qui ont prévalu à la dissolution d'une quarantaine de partis politiques. Une démarche responsable pour permettre à ses partenaires d'avoir les vraies informations au sujet d'une décision largement commentée sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une décision impersonnelle et strictement fondée sur le respect de nos lois et règlements, répondant également aux attentes exprimées par nos populations et nos concitoyens lors des larges consultations populaires organisées à travers le pays dans le cadre de l'élaboration de la Constitution de la Ve République. Cette décision souveraine relève exclusivement de l'exercice normal de l'autorité de l'État. Une approche que saluent les partenaires et qui répond à l'ensemble de leurs questions.
Beaucoup avaient lu les développements parfois fantaisistes sur les réseaux sociaux, mais attendaient une version officielle. Nous saluons toujours cette démarche parce qu'elle nous permet d'avoir des feedbacks et des updates réguliers de la part de son Excellence sur l'actualité guinéenne notamment. Aujourd'hui, il s'agissait de la refondation et les différentes étapes en cours, celles qui ont déjà été réalisées et celles qui sont en cours de réalisation. C'était une information pour le corps diplomatique et voilà, l'Allemagne suit les développements en Guinée et c'est ce qu'on va continuer. C'est une bonne procédure d'informer le corps diplomatique. Ce cadre d'échange permanent entre le chef de la diplomatie guinéenne et les ambassadeurs permet de maintenir une communication périodique sur des sujets d'actualité. Les deux parties ne veulent pas laisser de place aux rumeurs pour mieux renforcer les relations de partenariat. Nous avons toutefois tenu à vous informer par courtoisie diplomatique et par esprit de transparence. Vous qui avez accompagné la Guinée et qui continuez à accompagner la Guinée durant ces 4 dernières années exigeantes et déterminantes pour l'avenir de notre nation. Nous ne voulons pas vous laisser puiser vos informations sur les réseaux sociaux. Lorsque l'État prend une décision, il est de notre devoir de vous en informer en tant que partenaire agréé en Guinée. Nous sommes maintenant sur la refondation politique. Nous avons inversé. Vous vous souvenez très bien, mesdames et messieurs, Excellences, qu'au début de la transition passée, c'était élection, 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 élection. Quand est-ce que vous faites l'élection? Quand est-ce que vous faites l'élection? L'élection. Mais nous avons choisi autre chose sous le leadership du président de la République. Nous réconcilier, trouver le bonheur, ouvrir la voie pour le bonheur pour notre population et ensuite parler de politique. Donc nous sommes à la 3e phase. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Lorsqu'on a demandé aux partis politiques de présenter la situation, lorsqu'il y a eu des inspections dans les sièges des partis politiques, c'est de la refondation. Lorsqu'il a été donné des délais aux partis politiques de se mettre en règle, c'est ça la refondation. Et on est arrivé à la 3e phase où ceux qui ne sont pas en règle doivent être dissous. C'est une décision souveraine de l'État guinéen. Le ministre a rappelé aux ambassadeurs étrangers qui sont accrédités auprès de la République de Guinée et non auprès de Facebook. Une façon de les inviter à toujours se renseigner à la source pour éviter amalgame et malentendus. À présent, cet élément qui vient de nous parvenir au Palais Mohamed V, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a ce lundi présidé la cérémonie de port de galon et de prestation de serment de nouveaux généraux et hauts cadres promus. Le chef de l'État a donné des orientations claires et précises avant de leur prodiguer d'utiles conseils. Oumar Bari pour en savoir plus. Réinvesti de la confiance du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, plusieurs hauts cadres civils et militaires récemment promus ont été reçus ce lundi 9 mars 2026 au palais présidentiel Mohamed V, où ils ont participé à la cérémonie de port de galon aux nouveaux généraux de brigade, suivie de la prestation de serment des autorités civiles et militaires concernées par cet événement. Parmi ces personnalités figuraient le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba, le ministre secrétaire général de la présidence, le général de corps d'armée Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence M. Djiba Diakité, ainsi que le conseiller principal du chef de l'État, le docteur Bernard Goumou. Étaient également présents le ministre de la Défense nationale Aboubakar Sidiki Kamara, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Ahmed Mohamed Ouri Diallo, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, la haute hiérarchie militaire, ainsi que les officiers nouvellement élevés à l'appellation et à la dignité de général de brigade. À l'entame de cette séance, le président de la République a donné des orientations claires et précises avant de prodiguer d'utiles conseils à ses promus. Le président de la République a rappelé qu'il a pris la décision de les élever à l'appellation et à la dignité de général par décret présidentiel. Par cet acte,
A-t-il souligné, la nation reconnaît un parcours marqué par l'engagement, le mérite et le service rendu à l'armée guinéenne. Cette élévation constitue également le point de départ de toute responsabilité au service du pays. Le chef de l'État a indiqué que les galons qu'il porte désormais ne représentent pas seulement un grade, mais incarnent avant tout la confiance de la nation et la lourde responsabilité qui en découle. Le président Mamadi Doumbouya a également insisté sur la portée de la fonction de général, qui va bien au-delà du simple commandement des hommes. Selon lui, être général, c'est porter l'honneur de l'armée, défendre la République et veiller en permanence à ce que la force reste au service du droit, de la discipline et de l'intérêt supérieur de la nation. Le chef de l'État a aussi souligné que par leur comportement, leurs décisions et leur sens élevé du devoir, ces officiers doivent, a-t-il ajouté, inspirer l'ensemble de la chaîne de commandement et contribuer au renforcement de la discipline et de la cohésion au sein de l'armée. Le chef de l'État a enfin rappelé que la véritable autorité ne se limite pas au pouvoir de commander, mais repose surtout sur la capacité à servir, protéger, montrer l'exemple et rassembler autour des valeurs républicaines. Pour conclure, le président de la République les a exhortés à porter ces galons avec dignité, courage et un profond sens de l'État en laissant guider leur engagement par l'honneur, la discipline et l'amour de la patrie. Par la suite, le chef de l'État a procédé au port des galons aux officiers généraux promus. Poursuivant la cérémonie, l'honneur est revenu au Premier ministre chef du gouvernement d'ouvrir la séance de prestation de serment devant le président de la République, suivi du ministre secrétaire général de la présidence, le général de corps d'armée Amara Kamara, et du ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Djiba Diakité. À tour de rôle, les promus ont juré loyauté, fidélité et abnégation dans l'accomplissement de leurs missions respectives. Dans ce rituel, ces officiers se sont engagés à servir le pays avec dévouement et dans l'impartialité, conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que dans le respect de la Constitution. Moi, Amadou Ouriba, Premier ministre, chef du gouvernement, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Acte d'engagement sur l'honneur. J'ai sous-signé, général de corps d'armée Amara Kamara, que dans mes fonctions de ministre secrétaire général de la présidence, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur d'accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la Constitution, des lois et aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la République, en tout lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur de la République et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel aux institutions de la République dans l'exercice de mes fonctions et prérogatives. J'œuvrerai toujours, dans mes prises de décision, à traiter équitablement toutes les filles et fils de la Guinée, sans distinction d'ethnie, de région et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la Constitution, aux lois et à la vision du président de la République, et sans aucune influence ethnique, régionaliste ou étrangère. Devant les situations délicates où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président de la République. Je garderai jalousement le secret des accords ou désaccords qui interviendront avant, pendant et après ma mission. Convaincu de ma bonne foi et de ma volonté de servir la nation, l'État et les institutions de la République, je souscris librement à ces engagements
et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à me conduire dignement tout au long de ma mission envers lui, envers le président de la République et le peuple de Guinée. Moi, Djiba Diakité, ministre directeur du cabinet de la présidence de la République, je m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement que je viens de signer. Je vous le jure. Moi, Aboubakar Sidiki Kamara, ministre de la Défense nationale, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, général de corps d'armée Ahmed Mohamed Ouri Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, général de corps d'armée Bangoura Ibrahim Sori, anciennement nommé chef d'état-major général des armées, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, général de corps d'armée, anciennement nommé Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Bernard Goumou, conseiller principal du président de la République, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Inscrite dans la dynamique de la refondation de l'État et s'appuyant sur des réformes structurantes dans les secteurs clés de l'administration publique guinéenne, y compris l'armée, cette démarche traduit l'engagement et la détermination de ces cadres civils et militaires à œuvrer aux côtés du chef de l'État pour une Guinée juste et paisible, résolument tournée vers l'avenir. Avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions, le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, a félicité les promus tout en les encourageant à poursuivre inlassablement le travail de défense et de sécurité. Il a prié Dieu pour qu'il assiste ses officiers dans la réussite de leur mission. Cette cérémonie de port de galon et de prestation de serment des promus s'est déroulée dans un esprit républicain marqué par la détermination de ses autorités civiles et militaires à travailler en synergie d'action pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. À présent, cet arrêté du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, arrêté à 2026-22, ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, CABSGG, portant annulation des arrêtés d'attribution des terrains urbains à usage d'habitation. Le ministre, vu la Constitution, arrête. Article 1er. Sont et demeurent annulés pour vice de procédure les arrêtés A 2011 4739, 4741 et 4742 MUHC, CAB du 23 août 2011, A 2016 6050, 6058, 6059 et 6067 MVAT CAB du 23 septembre 2016, A 2016 6056 MVAT CAB du 26 septembre 2016, A 2019 4210 MVAT CAB du 27 juin 2019, A 2019 4356 MVAT CAB du 3 juillet 2019, A 2019 4719 MVAT CAB CAB du 22 juillet 2019 et A 2019 5258 5259 MVAT CAB du 19 août 2019 attribuant aux personnes ci-après: Guénabou Sidibé, Ibrahima Sori Sidibé, Ali Sidibé, Fatoumata Penda Sidibé, Boubacar Mbemba Sidibé, Kerno Sidi Sidibé, Boubacar Sidi Sidibé et Mohamed Sidibé
portant sur les terrains formant les parcelles numéro 5, 7, 7, terre 8 bis, 4, 17, 3, 15, 9, 18, 8, 10, 11 du lot 7 bis. Article 2. Les 10 terrains font ainsi retour au domaine de l'État guinéen. Article 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 mars 2026, signé M. Mohamed Lamine Sidibé. Célébration du 69e anniversaire de l'accession de la République du Ghana à sa souveraineté nationale. La cérémonie a été organisée par son ambassade à Conakry pour renforcer les liens historiques entre Accra et Conakry. Compte rendu Mikine Moussa Kamara, Abdoulaye Diallo. Le Ghana, une ancienne colonie britannique connue sous le nom de Gold Coast, Côte de l'Or, proclame officiellement son indépendance le 6 mars 1957. Il s'agit d'une première pour un pays de l'Afrique noire. 69 ans après cette date, l'institution diplomatique de ce partenaire historique et stratégique de la Guinée offre une réception à Conakry pour mieux renforcer la coopération bilatérale. C'est avec un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de célébrer avec vous le 69e anniversaire de l'indépendance du Ghana. En effet, il y a 69 ans, bien avant ma naissance, notre premier président, le célèbre Osagyefo Dr Kwame Nkrumah, a eu l'honneur d'annoncer au monde entier et de proclamer l'indépendance du Ghana vis-à-vis du joug colonial le 6 mars 1957. Le 6 mars 1957, le pays devient le Ghana, en référence à un ancien empire sahélien. Cet événement est perçu comme une victoire du panafricanisme, Kwame Nkrumah souhaitant faire du Ghana une base pour la libération de l'Afrique. La coopération entre la République de Guinée et la République du Ghana constitue un pilier important de la solidarité africaine. Nos deux pays entretiennent des relations d'amitié et de coopération fondées sur des valeurs communes, une histoire partagée et une vision convergente de l'avenir de notre continent. En décembre 1958, les dirigeants de la République de Guinée et du Ghana, deux des premiers États indépendants d'Afrique de l'Ouest, entérinent leur union et cherchent à l'étendre à l'échelle régionale en organisant une conférence des peuples africains à Accra. Comme annoncé dans les titres, le gouvernement guinéen poursuit les réformes visant à améliorer le fonctionnement de l'administration publique. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la révision de la loi organique L25. Les travaux sont relancés ce lundi, une cérémonie présidée par Faya François Bourouno, ministre de la modernisation, de l'administration et de la fonction publique. Mamadi Terna Kamisoko, Mohamed Sherif Kamara. Puisque c'est un mode de gestion du budget. Avec l'adoption du programme Simandou 2040, le gouvernement guinéen a désormais fait le choix de la transformation en profondeur de son administration, d'où la nécessité d'aligner la loi organique L025 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'administration publique. C'est dans ce cadre que le ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique a lancé les travaux de révision du texte. L'objectif est l'amélioration du cadre juridique régissant l'administration publique. La révision de la loi organique portant organisation et fonctionnement de l'administration publique figure parmi les chantiers prioritaires à aborder au courant 2026. C'est dans cette perspective que nous avons entrepris les travaux de révision de la loi 0025 pour avoir une administration capable de s'adapter aux enjeux de développement portés par la vision Simandou 2040. Cette rencontre vise à recueillir les observations et contributions des différents acteurs institutionnels afin d'enrichir et d'améliorer le projet de texte élaboré par le Conseil national de la transition. En termes de résultats, renforcer l'efficacité, simplifier les procédures et mettre fin à la lourdeur administrative. Vu l'importance de ce travail, nous avons interagi avec des acteurs externes, notamment les conseils nationaux de la transition, qui avaient déjà aussi une initiative de proposition d'une loi
dans ce sens, conformément aux dispositions constitutionnelles. Nous avons, par le dialogue interinstitutionnel, réussi à ramener le travail au niveau du ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique pour que les expertises nécessaires, n'est-ce pas, puissent se mettre ensemble et se dégager pour conduire ce chantier. La révision de cette loi organique constitue une étape importante dans le processus de consolidation des réformes administratives engagées par les autorités. Elle devrait permettre de renforcer l'efficacité, la cohérence et la performance de l'action publique. Ouverture officielle du PDAC 206 à Toronto. La Guinée est au cœur de l'attention internationale par sa présence active et l'engouement observé autour de son stand. Elle réaffirme sa volonté de jouer un rôle central dans la dynamique mondiale du secteur minier. On en sait davantage avec Saint-Martin Francina Deneau, notre envoyé spécial au Canada. Véritable carrefour mondial de l'industrie minière, le PDAC constitue une plateforme stratégique où se dessinent les grandes orientations économiques, technologiques et environnementales du secteur. Et la cérémonie d'ouverture a été marquée par des interventions de haut niveau des autorités du Canada, des experts et des politiques publiques de l'Afrique axées sur la transition énergétique et la demande croissante en minerais critiques, la nécessité d'une exploitation minière responsable et durable, le renforcement des chaînes d'approvisionnement mondiales et l'importance de la coopération internationale dans le secteur extractif. Tout comme Indaba cette année, le message est très clair, c'est d'exprimer la vision de Monsieur le Président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, sur les réformes engagées, notamment dans le cadastre minier, à travers le lancement de Damanda, qui permet de poursuivre sur les titres miniers en ligne et faire procéder ces paiements. Toutes ces réformes sont de nature à encourager les investisseurs à venir investir en Guinée parce que ça apporte beaucoup plus de transparence dans le secteur. Dans ce contexte, les pays africains, riches en ressources stratégiques, occupent une place centrale dans les débats. Et la délégation guinéenne, composée des cadres du ministère des Mines et de la Géologie et des représentants des sociétés minières, a pris une part active aux différentes activités dès l'ouverture du forum. La CBG s'est engagée à réaliser une usine de raffinerie. Donc, par rapport à cela, il fallait venir au moins rencontrer des investisseurs qui seront potentiellement intéressés par rapport à ce grand projet. Les autorités guinéennes se sont engagées à faire de la Guinée une destination économique. Donc pour nous, ambassade, il était question de venir ici participer à ce PDAC pour redynamiser un peu la coopération entre la Guinée et le Canada. Donc aujourd'hui, participer à cet événement pour la Guinée, c'est une occasion pour créer des contacts entre les institutions canadiennes et les institutions publiques guinéennes. Mais aussi de montrer que la Guinée actuellement cherche à dynamiser son économie, mais aussi marquer sa présence dans les grands événements tels que le PDAC. La participation de la délégation du ministère des Mines et de la Géologie à ces rendez-vous mondial Toronto PDAC 2026 consolide et renforce la diplomatie minière guinéenne. PDAC 2026 aura été une opportunité, une véritable opportunité qui positionne la Guinée comme leader, mais aussi une destination crédible et attractive sur la scène minière internationale. Deuxième grand titre de cette édition à Barcelone, précisément au Mobile World Congress. La délégation guinéenne multiplie les rencontres avec investisseurs et partenaires technologiques pour capter de nouvelles opportunités et accélérer la transformation digitale du pays. Une présence stratégique qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le pays bien décidé à se positionner dans l'écosystème international du numérique. Marie-Angélique Bangoura est notre envoyée spéciale.
À Barcelone, au cœur du plus grand rendez-vous mondial des technologies mobiles, la Guinée multiplie les initiatives pour attirer des partenaires stratégiques. Le directeur général de Guinée Télécom y mène une véritable offensive de diplomatie économique. Objectif, convaincre des investisseurs internationaux de s'engager dans la relance de l'opérateur historique. Face à plusieurs acteurs majeurs du numérique, il met en avant les atouts d'un marché en pleine mutation. Il y a certains partenaires techniques et financiers qui sont prêts à venir en Guinée. Et je parle par exemple de Spider Radio qui a vraiment dit qu'il aimerait visiter la Guinée pour aller faire sa due diligence comme on l'a fait ici à leur niveau. C'est vrai que nous avons reçu beaucoup de manifestations, mais on va demeurer un peu prudent parce qu'il y a beaucoup de vendeurs d'illusions aujourd'hui. Donc il y a un travail préliminaire qu'il faut faire de notre côté en les invitant à venir voir ce que nous avons comme produits à vendre ou bien services à vendre pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Profitant de cette mission au Mobile World Congress, la directrice de l'innovation, Amidine Touré, explore également les nouvelles frontières de la technologie. Sur le stand d'un partenaire suisse, elle découvre des outils nanospatiaux de dernière génération. Nous avons eu l'opportunité sur ces dernières journées de rencontrer des acteurs engagés dans l'écosystème d'innovation, allant du Conseil européen de l'innovation aux start-up, en passant par des entités comme Cosmos aujourd'hui, qui nous accueille sur son stand. Cette entité en particulier m'a énormément intéressée parce que nous parlons de thématiques du futur, de lancement de nanosatellites à l'échelle de la Guinée. Donc dans la perspective d'implémentation d'un pôle d'innovation à l'échelle nationale, nous avons une composante phare, c'est celui d'avoir notre propre nanosatellite en Guinée. On arrive aujourd'hui. Notre apport vraiment, ce sont ces solutions vers qu'on découvre à travers les exposants, les expositions et tout, qui peuvent être intégrés dans l'écosystème postal par exemple pour améliorer la distribution, pour améliorer la gestion de la relation client. Et c'est en cela aujourd'hui le Mobile World Congress est une opportunité que la Poste guinéenne va saisir. Même dynamique du côté de l'Office guinéen de publicité qui explore les opportunités offertes par le digital dans cet espace d'échange où chacun vient apprendre, partager et s'inspirer des nouvelles tendances technologiques. Ce que j'ai vraiment aimé ici, c'est le partage surtout. Également la technologie que j'ai vue, l'innovation que j'ai vue. Je me dis, mais pourquoi pas, importer ça chez moi en Guinée, dans tous les domaines, hein, et surtout l'intelligence artificielle qui prend de l'ampleur de partout. Et surtout ici, vous avez vu, dans tous les salons ici, on ne parle que de l'intelligence artificielle. Dans les allées du salon, la présence de la Guinée ne passe pas inaperçue. La délégation guinéenne fait vivre son stand avec une touche d'hospitalité et de convivialité typiquement guinéenne. Parmi les visiteurs, plusieurs Guinéens de la diaspora saluent cette participation nationale à un événement offert par cette grande messe mondiale de la technologie, ici à Fira Gran Via, à Barcelone. À présent, ce communiqué de la Direction générale des élections, communiqué relatif au dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives et communales du 24 mai 2026. La directrice générale des élections, DGE, informe les partis politiques, les listes des candidats indépendants et les candidats uniques que le dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives et communales du 24 mai 2026 est ouvert du 20 mars au 29 mars 2026 de 9h à 18h. Les candidatures sont déposées pour le scrutin législatif de liste nationale à la représentation proportionnelle au siège de la Direction générale des élections, CISA Cameroun, commune de Dixine-Conakry. Pour le scrutin législatif majoritaire uninominal ou plurinominal auprès des directions communales des élections, Conakry, et auprès des directions préfectorales des élections, préfecture. Pour le scrutin majoritaire uninominal pour les Guinéens établis à l'étranger via une plateforme ou au siège de la Direction générale des élections, CISA Cameroun, commune de Dixine, Conakry. Pour le scrutin communal de liste à la représentation proportionnelle auprès des chefs services des élections des communes, communes rurales et communes
se trouvant au chef-lieu de la préfecture. La DGE invite les candidats et mandataires à veiller à la complétude des pièces et au respect strict des délais. Fait à Conakry le 9 mars 2026, signé la directrice générale, Madame Kamara Dienabou Touré. Décision numéro D 2026-10 MATD DGE fixant le montant de la caution à verser par les candidats ou listes de candidats et le plafond des dépenses de campagne pour les élections législatives et communales du 24 mai 2026. La directrice générale, vu la Constitution, décide. Article 1er. Montant de la caution. Conformément aux dispositions de l'article 275 du Code électoral, le montant de la caution à verser par chaque candidat ou liste de candidats aux élections législatives et communales du 24 mai 2026 est fixé comme suit. Type d'élection, cautionnement. Législative, liste nationale, 300 millions de francs guinéens. Législative uninominale ou plurinominale, 100 millions de francs guinéens. Liste communale, 35 millions de francs guinéens. Article 2, dépôt de la caution. En application de l'article 277 du Code électoral, la caution prévue à l'article précédent doit être déposée au Trésor public 55 jours au plus tard avant la date des élections. Les cautions sont versées dans les comptes spécialement ouverts à cet effet auprès des démembrements de la Direction générale des élections dont les numéros sont communiqués aux candidats ou listes de candidats prenant part aux élections législatives et communales du 24 mai 2026. Article 3. Plafond des dépenses de campagne. Le montant global des dépenses de campagne électorale est plafonné ainsi qu'il suit. Type d'élection, plafonnement, législative, liste nationale, 12 milliards de francs guinéens. Législative, uniplurinominale, 12 milliards de francs guinéens. Élection communale, liste communale, 7 milliards de francs guinéens. Article 4. Obligation du respect du plafond. Il est formellement interdit à tout candidat ou liste de candidats de dépasser le plafond fixé à l'article 3 ci-dessus. Toute dépense excédentaire constitue une violation des dispositions du Code électoral et expose son auteur aux sanctions prévues par la loi. Article 5. Fonds électoral et compte de campagne. En application des dispositions des articles 280 et 81 du Code électoral, chaque candidat ou liste de candidats prenant part aux élections doit constituer un fonds électoral destiné exclusivement au financement de la campagne. Les candidats doivent établir un compte de campagne auprès d'un établissement bancaire agréé qui reçoit les fonds électoraux et retrace l'origine et l'emploi de toutes les sommes perçues et dépensées dans le cadre de la campagne. La personne responsable des dépenses électorales ne peut effectuer de paiement ou engager de dépenses que sur le fonds électoral. Article 6. Exécution. Le directeur général adjoint, le conseiller juridique, les démembrements de la Direction générale des élections sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision. Article 7. Entrée en vigueur. La présente décision, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Conakry le 9 mars 2026, signé Madame Kamara Dienabou Touré. Madame Kamara Dienabou Touré. Parlons à présent des archives nationales, une direction un peu évoquée qui pourtant reste essentielle dans le fonctionnement d'une administration moderne. Pour inverser la donne, les professionnels se sont retrouvés pour discuter des défis, perspectives autour de la mise en place d'une politique nationale dans le domaine des archives. L'initiative a mobilisé les acteurs concernés par le processus. Amadou Touré, Saïdou Bassila. Au centre de cette prise de contact entre ces responsables des services d'archives des départements ministériels et secrétariats généraux et le directeur des archives nationales, le développement de la profession d'archives en Guinée.
Pour aborder la thématique, Saïkou Amadou Diallo et ses archivistes ont passé au peigne fin l'ensemble des préoccupations auxquelles sont confrontés le développement de la profession, notamment les défis de digitalisation, la marginalisation du secteur dans les politiques publiques et le manque de la mise en place d'une politique nationale du domaine des archives. La politique nationale va déterminer un cadre qui va permettre à l'ensemble des parties prenantes d'avoir un mode de fonctionnement uniforme, c'est-à-dire de la gestion des archives courantes jusqu'au versement au niveau des archives nationales. Ce dysfonctionnement entraîne généralement un manque de cohérence et un manque de transmission adéquate des archives au niveau des archives nationales de Guinée. À ce rendez-vous de diagnostic d'un secteur longtemps marginalisé, ces conservateurs de ce qui est considéré comme la mémoire collective veulent sonner le réveil en faisant des archives nationales un secteur prioritaire. Définir une politique de gestion des archives pour que ce domaine puisse être valorisé est une très bonne chose. Et nous avons écouté monsieur le directeur, il est dans cette lancée, le processus est déjà engagé et donc nous avons effectué des échanges importants, des questions ont été planifiées, une commission a été mise en place et donc dans les prochains jours, nous allons pouvoir définir nos priorités. Au terme de cette première rencontre des professionnels des archives, les participants se sont engagés à poursuivre les concertations afin d'aboutir à une stratégie nationale cohérente pour la gestion, la valorisation et la sécurisation des archives publiques en Guinée. Dans l'actualité encore, le centre d'instruction des blindés Siokan Alpha Yaya Diallo a servi de cadre à la cérémonie de remise de diplôme à la 5e promotion de la formation initiale armes blindées. Devant un partenaire de haute autorité civile et militaire, ces nouveaux techniciens du feu se sont montrés prêts à travers les différentes démonstrations. C'est le chef division formation et entraînement de l'armée de terre, représentant du chef d'état-major qui a présidé la dite cérémonie. Adjudant Abdulkader Kamara, correspondant de la presse militaire. Après plusieurs mois d'apprentissage rigoureux, ces 68 stagiaires, dont 5 personnels féminins, reçoivent leur diplôme de fin de stage au centre d'instruction des blindés du camp Alpha Yaya Diallo. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée en présence de hautes autorités civiles et militaires. Elle marque l'entrée officielle de ces soldats dans cette spécialité. Servir dans une arme blindée n'est pas un choix ordinaire. C'est accepter d'être au cœur de la manœuvre, au point de rupture, là où la décision se prend en quelques secondes. Partout où vous serez déployé, vous portez non seulement votre uniforme, mais aussi la réputation de votre école et de vos instructeurs. Avoir ce certificat, ce n'est pas simplement un papier, mais ce que ça représente. Ça veut dire tout simplement qu'on a acquis des connaissances ici, nous permettant d'agir sur le terrain et de répondre aux attentes ici, assignées par le échelon supérieur. Durant 10 mois, ces hommes et femmes ont suivi un programme d'instruction intense, répondant aux standards de la cavalerie blindée. Cette journée marque un moment important dans votre parcours. Le FIAB que vous venez de terminer n'est pas une simple formalité. C'est une étape fondatrice et atteste de votre aptitude à servir, à obéir et endosser les valeurs de l'armée de terre. Je tiens à remercier l'encadrement, les instructeurs qui vous ont transmis leur savoir, leur expérience et leur exigence pour la bonne réussite de cette formation. Leur rôle est essentiel pour former des militaires de demain et leur dévouement mérite notre reconnaissance. Pour clore cette séance en beauté, les stagiaires ont fait la démonstration de leur savoir-faire. Au programme, un exercice de rapidité en démontage et remontage d'armes collectives, suivi d'une manœuvre tactique blindée, une mise en situation réelle qui prouve la maîtrise des compétences acquises sur le terrain durant cette formation.
Direction la région de Bokeh, précisément à Sangaredi et à Kamsar, où des travaux d'embellissement et d'aménagement sont lancés par la Direction générale des bauxites de Guinée pour donner à ces villes industrielles un visage plus reluisant. Des travaux qui redessinent les paysages et les artères publiques pour en faire une vitrine attractive et dynamique. Fodé Camara. Fidèle à son slogan, faire plus que de la bauxite, la compagnie des bauxites de Guinée cultive la politique de l'aménagement et de l'embellissement jusque dans ses jardins. Sous l'impulsion de Karifa Condé, le directeur général de la CBG, une véritable métamorphose est palpable au niveau des espaces de travail et des artères publiques de Kamsar. J'ai reçu des mandats spéciaux de la direction générale, précisément du DG, qui avait un objectif clé, celui d'assainir la cité, de sécuriser les routes, de protéger les usagers et d'organiser, d'embellir la ville. Nous allons aménager toute la cité de Kamsar et ensuite partir à Sangaredi aussi, faire les mêmes travaux à partir de Sangaredi aussi. L'entrée des différentes directions fait aussi peau neuve. Les façades et les halls d'accueil ont aussi bénéficié d'un aménagement digne du nom. Un aménagement reflétant le désir de toute une cité industrielle de changer de visage. On appelait Kamsar Petit Paris. Aujourd'hui, cette image encore est en train de revenir. Quand vous voyez la voirie urbaine, quand vous voyez la ville, comment c'est l'assainissement, l'embellissement de la ville, c'est l'arrivée de nouveau directeur, M. Karifa Condé, que depuis son arrivée, qui est en train de faire beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Chacun le sait. Aujourd'hui, Kamsar, quand vous voyez la cité même, où on voyait les salubrités dans les caniveaux, ça ne se voit plus, où on est en train de voir les avenues qui n'avaient pas de nom. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient à Kamsar, qui peut l'indiquer ton avenue à travers les plaques, avenue 13, avenue 20, avenue 50. Ça déjà, ça montre que Kamsar est en train de prendre une autre dimension. Cette volonté de rénovation s'inscrit dans une vision globale de performance et de bien-être au travail, dans un véritable esprit d'équipe. Nous avons fait des réunions, des entretiens, on a mis un plan d'action en place et nous avons tendu la main à tous les départements de la CBG qui nous ont d'ailleurs vraiment accompagnés de façon consensuelle et responsable. Nous nous sommes donné la main à atteindre l'objectif fixé. Cela dit, nous allons vraiment continuer la sensibilisation et prendre des mesures correctives pour permettre à tout le monde que ça soit culturel, de façon culturelle que nous puissions vraiment pérenniser les actions mises en place. À Kamsar et à Sangaredi, l'impact de cette initiative dépasse le cadre interne. Cette transformation renforce l'image de marque de la compagnie des bauxites de Guinée, une compagnie respectueuse de l'environnement et soucieuse de l'accueil qu'elle réserve aux visiteurs. L'actualité, c'est aussi le début du bitumage de la voirie urbaine de Mali. Plus de 17 km de routes doivent être revêtus. L'opération suscite de l'espoir chez les populations. Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. Dans la commune urbaine de Mali, la pose des premiers kilomètres de bitume marque la concrétisation d'un rêve longtemps attendu par les populations. Après plusieurs décennies d'attente, la modernisation de la voirie urbaine suscite aujourd'hui une immense joie chez les habitants de la cité de Loura. Après 68 ans, c'est la première fois qu'on voit une couche de goudron dans la préfecture de Mali. Donc une satisfaction totale de tous les citoyens de Mali. Quand nous pensons à nos difficultés avant aujourd'hui, nous remercions Dieu et le gouvernement du président Mamadi Doumbouya qui nous offre ces bitumes. L'entreprise Gecopress, chargée de l'exécution des travaux de bitumage, rassure quant à la poursuite du chantier. Les responsables promettent de mener les travaux à terme dans le respect des engagements pris. La phase finale de la construction de la voirie de Mali. Il s'agit du bitumage de 17,5 km de la voirie urbaine de Mali, qui est caractérisée par une chaussée de 7 mètres de largeur avec une épaisseur de 5 cm en béton bitumineux. Nous rassurons la population que les travaux se feront dans les règles de l'art. Au nom de la population de Mali, je me fais le devoir de remercier son Excellence, le Président de la République, pour la réalisation
de ce projet qui rend encore plus belle cette ville historique, touristique de Mali. Au total, 17 km 100 de routes doivent être revêtues de bitume dans la commune urbaine de Mali. Une avancée majeure pour améliorer la mobilité et les conditions de vie des populations. Et puis nous revenons sur cet arrêté du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Le ministre, vu la Constitution, arrête. Article 1er. Sont et demeurent annulés pour vice de procédure les arrêtés à 2011 4739, 4741 et 4742 MUHC CAB du 23 août 2011 à 2016 60 55, 60 58, 60 59 et 60 67 MVAT CAB du 23 septembre 2016 à 2016 60 56 MVAT CAB du 26 septembre 2016 à 219 42 10 MVAT CAB du 27 juin 2019 à 2019 43 56 MVAT CAB du 3 juillet 2019 à 2019 47 19 MVAT CAB du 22 juillet 2019 et à 2019 53 52 58 52 59 MVAT CAB du 19 août 2019 attribuant aux personnes ci-après: Guénabou Sidibé, Ibrahima Sori Sidibé, Ali Sidibé, Fatoumata Penda Sidibé, Boubacar Mbemba Sidibé, Kerno Sidi Sidibé, Boubacar Sidi Sidibé et Mohamed Sidibé. Pourtant, sur les terrains formant les parcelles numéro 5, 7, terre 8 bis 4, 17, 3, 15, 9, 18, 8, 10, 11 du lot 7 bis. Article 2. Les 10 terrains font ainsi retour au domaine de l'État guinéen. Article 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 9 mars 2026, signé M. Mohamed Lamine Si Savané. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Remercie à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.